La question, c'est peut-on mieux orienter l'épargne des ménages? Et pour clore ce colloque, donc, nous avons l'honneur d'accueillir Enrico Letta et Christian Noyer. Donc, quelques mots de présentation d'abord de nos intervenants. Enrico Letta est actuellement doyen de l'Instituto de Empresas en Espagne, qui est une grande institution d'éducation. C'est important puisque les deux intervenants ont plein de compétences, mais notamment en matière d'éducation. Évidemment, ancien Premier ministre italien, ancien doyen de Sciences Po, si je me souviens bien, et auteur d'un rapport tout à fait déterminant et président de l'Institut Jacques Delors. Pardon, j'oubliais le plus important, voilà. Surtout en France, il ne faut jamais oublier de citer Jacques Delors. Christian Noyer, alors une biographie aussi relativement impressionnante, donc ancien directeur du Trésor, premier vice-président de la Banque centrale européenne. On voit qu'il a une expérience très directe de ces très grands projets européens transformants. Ancien gouverneur de la Banque de France, évidemment, par ailleurs président de l'Institut pour l'éducation financière du public, donc directement impliqué dans les sujets d'éducation financière qui ont été beaucoup évoqués aujourd'hui, et ce depuis 2016. Donc nous avons deux intervenants qui sont parmi la petite dizaine de personnes qui ont joué un rôle déterminant dans la relance du projet d'union des marchés de capitaux. Alors je crois que Claude Raynal, le président de la commission des finances du Sénat, est parti. C'est dommage parce que je pense qu'il aurait peut-être la réponse à sa question. Mais j'espère que de toute façon la conférence est enregistrée et sera diffusée. Au fond, vous avez tous les deux beaucoup travaillé et fait de nombreuses propositions de suggestions pour essayer de relancer ce projet de développement des marchés de capitaux en Europe, mais qui n'est plus le projet Capital Market Union qu'on avait connu, qui était dans un contexte très différent où il s'agissait un peu plus fondamentalement de renforcer les financements de marchés en Europe par rapport aux financement bancaire, dans un contexte, faut-il le rappeler, où nos collègues britanniques étaient toujours membres de l'Union européenne, et ça avait d'ailleurs été lancé par un commissaire britannique à l'époque, et où l'idée était de développer des marchés de capitaux en Europe pour, en quelque sorte, rivaliser avec les marchés de capitaux américains. Bon, je précise tout de suite que cet objectif a été un peu oublié et que le constat aujourd'hui, c'est que les marchés de capitaux américains se sont beaucoup plus développés que les nôtres, d'où la nécessité, effectivement, de revenir sur ce projet, mais avec un angle différent et notamment en mettant en avant, ce qui était l'objet des échanges qu'on avait aujourd'hui, le rôle de l'épargne et de l'investisseur européen qui va être au fond au cœur du succès possible, je tiens à le dire, mais les deux intervenants le diront mieux que moi, possible de cette relance. Possible, enfin nécessaire, c'est certain, puisque le nouveau contexte, c'est que nous avons besoin de dégager beaucoup plus de financement en Europe que ce que nous avons actuellement. On peut arrondir les besoins à peu près 1000 milliards d'euros par an. Hein, c'est les 800 milliards identifiés par Mario Draghi pour la digitalisation et la transformation de nos économies en des économies plus durables. Et s'y ajoute, évidemment, dans le contexte actuel, les besoins liés au financement de la défense européenne. Donc, c'est des sommes qui sont non négligeables. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas impossible, puisque on l'a vu et ça a fait l'objet de nombreux échanges. On a en Europe la matière première, puisque nous avons une épargne extrêmement abondante. Simplement, cette matière première est pas forcément raffinée de la manière la plus efficace, à la fois pour l'économie, mais aussi pour les investisseurs. On l'a vu, puisque ils ont encore des rendements perfectible et un taux d'investissement dans des produits longs qui financent les entreprises et l'économie qui peut être amélioré.
Donc c'est le contexte dans lequel nous nous trouvons. On a entendu beaucoup d'éléments sur les différents facteurs qui peuvent permettre de mieux orienter l'épargne, la fiscalité, la qualité des conseils, les incitations, voire les obligations d'ailleurs, l'éducation financière, la question des frais, la complexité et donc la simplification. Mais dès lors que vous avez tous les deux beaucoup réfléchi sur ces sujets, je vais m'arrêter là en commençant par passer la parole à Enrico Letta, qui donc a contribué aux réflexions sur la relance de l'Union des marchés de capitaux, mais pas que, au travers d'un rapport qui portait sur le marché unique. Il y a d'autres marchés qui sont concernés, mais aujourd'hui on parle de finances. Rapport qui s'intitule Bien plus qu'un marché, avec donc cette transformation dont vous êtes à l'origine finalement de Capital Market Union en Savings and Investment Union. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, et pour essayer de répondre au président de la Commission des finances du Sénat, pourquoi est-ce que ça marcherait mieux? Premièrement, merci pour cette invitation. Moi, je suis là surtout parce que je suis débiteur à quelques personnalités qui ont été pour moi très importantes dans l'élaboration du rapport qui a été issu d'une année de travail en voyageant partout en Europe, mais je dois dire que surtout sur ces sujets, mais pas que sur ces sujets, la très importante contribution que j'ai reçue à Paris a été pour moi décisive, et en particulier, à part évidemment le soutien de tout l'écosystème de l'Institut Jacques Delors, Pervenche est ici, mais surtout 4 personnes ont été pour moi fondamentales, dont 2 sont présentes ici, donc je les remercie beaucoup, Marianne et Christian, parce qu'on s'est trouvé à faire ce travail un peu en parallèle, et je pense que ça a été utile en nourrissant réciproquement, mais puis Villeroy de Gallo et Benoît Corré qui ont été pour moi des sources d'inspiration très importantes pour élaborer cette idée. Vous allez la reporter au président de la Commission des finances du Sénat. J'ai été au Sénat en audition, j'étais aussi à l'Assemblée nationale parce que je pense que les parlements nationaux jouent un rôle fondamental, donc je les ai visités tous. Si vous me permettez un petit clin d'œil, le moment le plus enthousiasmant de ces visites dans les parlements nationaux a été au Danemark, quand en pleine crise à Groenland, il y a 2 mois, j'ai été auditionné par le Parlement danois et le chef de file d'un parti important a pris la parole et a commencé à parler en français dans cet échange qui se déroulait en anglais. Il a commencé en disant, en regardant au ciel, « Monsieur le général de Gaulle, nous vous devons des excuses. Vous aviez raison à l'égard des Américains. » Et j'ai trouvé, disons, ce début, ça fait partie, je pense, des épisodes. Mais quel est le point essentiel? Le point essentiel, c'est que, premièrement, de mon point de vue, mais Marianne vient de le dire, et je partage totalement cet avis, le manque de résultats de la Capital Markets Union est lié surtout à la façon dans laquelle elle avait été conçue. Elle avait été conçue comme gage en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Il faut le dire, politiquement, c'était ça. La date 2014, c'était une idée qui avait été créée par Juncker et Hill, il sentait que Cameron allait faire le référendum et que ça allait être compliqué. Donc l'idée était celle de dire aux Britanniques, c'est utile pour l'Europe d'intégrer les marchés financiers et ça peut donner quelque chose aux Britanniques, de dire que Londres s'ajoute à Bruxelles, à Francfort, à Strasbourg, à Luxembourg, comme 5e grande capitale européenne sur les marchés financiers. Évidemment, le Brexit a changé tout et en Europe, on est un peu inertiel. Ça, c'est un peu un problème. Donc, on a continué comme si c'était un peu la même chose. Ça, c'était, de mon point de vue, un peu une erreur. Et en plus, pire que ça, on a continué avec une erreur
et une responsabilité très importante des dirigeants politiques de tout premier niveau, parce que personne n'a voulu mettre son visage sur le sujet. Donc ça a été laissé à l'ECOFIN, à FISMA, avec tout le respect pour FISMA qui est... mais évidemment, c'est un sujet qui a besoin d'être porté par les leaders politiques, sinon ça ne va jamais passer. Ça doit être porté par les leaders politiques parce qu'on a eu la crise financière de 2008-2011. J'ai entendu la fin du débat précédent. Évidemment, disons, la risk aversion qu'on vit est aussi conséquence de la crise qu'on a vécue. Il est évident donc qu'il faut que ce soit porté politiquement avec un sens très différent. C'est pour ça que l'union des épargnes et des investissements, quelle est l'idée? L'idée sous-jacente est celle de savoir que l'Europe a besoin d'investissements. On va terminer maintenant avec Next Generation EU, on va terminer l'année prochaine, et si rien ne se passe, parce que je pense qu'il faut avoir un peu un travail d'anticipation aussi, moi je crains beaucoup, moi je suis un optimiste par nature sur l'idée européenne, je pense que l'histoire porte là, donc je suis convaincu de ça. Mais imaginez-vous ce qui pourrait se passer si on arrive à rien faire après Next Generation EU. Donc les investissements s'arrêtent. On revient au budget d'avant Covid. Parce que c'est ça qui va se passer. Ça veut dire qu'en 2027, les titres des médias sur l'Union européenne vont être pleins de moins, politiquement. On va faire des coupes au lieu que de faire des investissements. Et on s'attend tous des investissements. On a besoin d'investissements au niveau européen, dans la sécurité, dans la transition digitale, dans la transition verte, dans l'innovation. On a besoin de ça et on ne va pas avoir ça. Et on va faire, et ça va nourrir les polémiques les pires, l'Europe ne fait pas ça. L'Europe ne fait pas ça. Et évidemment, l'Europe ne fait pas ça. Si les États membres ne donnent pas les moyens à l'Europe pour faire les choses, évidemment, l'Europe ne peut pas le faire. Donc, le sujet fondamental est comment faire en sorte qu'on puisse déclencher l'investissement dont on a besoin. L'analyse que j'ai faite, moi, je n'ai pas mis de chiffres. Moi, j'ai fait une analyse. L'analyse que j'ai faite est issue du voyage et des rencontres. Et je pars d'un constat. Le constat est que, un mois, évidemment, je ne voudrais pas que ça se passe comme ça, qu'il n'y ait un météorite, un Covid, une guerre, une autre guerre, ce sera très difficile que les États membres mettent ensemble leurs dettes pour des investissements basés sur la dette commune. Ce sera très, très compliqué. À moins qu'il ne se passe quelque chose que franchement, on ne souhaite pas. Donc, pour convaincre les pays qui sont moins convaincus, il y en a qui sont convaincus, la France, l'Espagne, l'Italie, mais les autres qui ne sont pas convaincus, je pense qu'il y a une seule façon, la seule façon est de mobiliser le pilier d'investissement privé. Si on arrive à faire sérieusement ce dont vous avez parlé ce matin, et je vous suis très reconnaissant parce que c'est un des premiers moments d'approfondissement dans le contenu de l'affaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et je pense que c'est très bien qu'il y ait eu cette initiative franco-espagnole, parce qu'à la fin, les deux moteurs sont Carlos Cuerpo et Eric Lombard. C'est très bien que les choses se passent comme ça, que les choses bougent, et c'est très bien qu'elles bougent rapidement. Parce que là, en plus, on a une pression très forte qui vient évidemment des États-Unis, de Trump, de ce qui se passe. Mais donc l'idée de fond est de dire, si on arrive à faire en sorte que ce qui a été la force des États-Unis dans les derniers 12 mois, dans les derniers 12 ans, la force des États-Unis et de l'économie américaine n'est pas basée sur l'investissement public dans les dernières 12 années. Elle est basée sur la capacité de déclencher et de libérer l'investissement privé, faire en sorte que cet investissement privé soit capable de mener les grands sujets qui, jadis, étaient menés par l'investissement public. L'espace, l'intelligence artificielle, ce sont tous des sujets sur lesquels les États-Unis ont gagné une avance grâce à l'investissement privé
basé sur le fait que leur marché des capitaux est un marché unique, grand, énorme, et ce n'est pas comme le nôtre, on l'a entendu dans la table ronde précédente, c'est un marché fragmenté en 27. En 2 mots, la vraie différence est que quand une initiative financière aux États-Unis démarre, elle démarre avec le passeport américain qui lui donne automatiquement la possibilité d'un accès au marché le plus grand du monde. Quand elle démarre en Europe, elle démarre avec une carte d'identité nationale. Et en démarrant avec une carte d'identité nationale, elle est française, elle est belge, elle est espagnole, elle est irlandaise, elle est automatiquement limitée par les pays voisins, non pas par les Chinois ou les Américains. Elle est automatiquement... Quand je vois les polémiques qui sont en train de se passer, et je dis les 2 choses les plus simples, en parlant de banque et d'assurance, donc de 2 sujets entre l'Italie et l'Allemagne, et entre l'Italie et la France, sur le sujet de la fusion de 2 grandes banques européennes et la fusion de 2 grands asset management leaders, et j'entends le ton des polémiques qui sont dans les journaux et dans la presse, je me dis qu'à la fin, il est vrai qu'il y a des sujets techniques, mais le vrai problème n'est pas un problème seulement technique. Le vrai sujet est un sujet de lieux stéréotypés, de discours, d'identité qui n'ont aucun sens, mais qui à la fin limitent tous ces sujets. Donc, le plan essentiel, la question essentielle est celle de faire en sorte que ce marché unique existe, on élimine vraiment les frontières, on puisse construire des protagonistes européens. Moi, je plaide pour le passage de champions nationaux à champions européens. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être un champion global. Il y a de la place pour tous. Mais on a organisé notre système dans tous les domaines que j'ai pris à l'étude de mon rapport. On a organisé tout notre marché unique pour les champions nationaux. Ça a marché dans les premières 20 années. Ça ne marche plus aujourd'hui parce que le monde a changé. Et donc, il faut passer de champions nationaux à quelques champions européens. Donc, le scale-up est absolument fondamental là-dessus. Mais donc, l'idée, et je termine là-dessus pour ne pas être trop long, l'idée est donc celle, d'un côté, de faire ce qu'on n'a jamais sérieusement fait, c'est-à-dire donner aux consommateurs, à l'épargnant, aux citoyens européens, la possibilité de dire « l'Europe me donne quelque chose de plus de ce que je pourrais avoir s'il n'y avait pas d'Europe, en termes de instruments, de tools, de produits ». Donc avec une dimension, une force et une garantie qui soit plus importante pour l'épargnant. La force pour un épargnant de dire si c'est européen, c'est plus fort, c'est mieux. Un peu comme ça passe pour l'euro aujourd'hui. On avait tous peur que l'euro ce soit un problème, que les gens disent ma monnaie nationale était plus forte que l'euro, était mieux que l'euro. Aujourd'hui, personne ne songe à minima de revenir aux monnaies nationales. Heureusement qu'on a l'euro et on regarde aujourd'hui l'euro prendre pied par rapport à la faiblesse du dollar. Donc c'est une force qui nous donne de l'optimisme dans ce sujet. Donc premier, ce sujet, évidemment aussi avec un travail pour aider les fusions et la consolidation, donc le scale-up, et deuxièmement, faire en sorte que tout ça profite à l'économie réelle européenne et à l'investissement dans les grands biens publics communs qu'on a et qui aujourd'hui sont en manque de financement. Donc, vous en avez parlé ce matin, je pense que ça a été très important. Le vrai sujet, et absolument, I pay tribute to Commissioner Albuquerque, parce que 3 mois après sa prise de fonction, elle a tout de suite mis en marche cette initiative en achetant le nom, ce qui n'était pas donné pour acquis. Évidemment, je suis biaisé sur le sujet, mais in nomina sunt consequentia rerum, disait Umberto Eco, et je crois à ça.
Les non, c'est pas quelque chose d'anodin. Et le non, dans ce cas, est un non qui dit c'est l'épargne, c'est les investissements, c'est l'économie réelle. Et là, j'arrive et je termine. Pourquoi un des éléments politiques essentiels de toute cette situation est que ce soit porté par le Conseil européen et non pas seulement par l'ECOFIN et l'Eurogroupe et les instances plus techniques. Parce qu'il faut un passage politique au plus haut niveau pour faire comprendre que ce point est le déclenchement de quelque chose qui va donner une solution au problème de l'investissement dans les biens communs européens qu'on a devant nous. Si on ne fait pas ça, je crains beaucoup politiquement sur l'avenir de l'Europe parce que, et je termine là-dessus, une chose, j'ai appris de ma vie européenne, et je serais ravi d'entendre le point de vue de Christian sur ce sujet, l'Europe a des difficultés à se concentrer sur 3-4 missions de crise à la fois. Normalement, il y a un grand sujet de crise, on se concentre là-dessus, et moi je suis préoccupé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je vois 2 sujets de crise qui existent et qui vont, je crains, absorber toutes les énergies politiques, soit de Bruxelles, soit des capitales, et je ne pense pas, peut-être je vais vous surprendre, que ces 2 sujets soient la clé de voûte de l'avenir. Parce que ces 2 sujets sont, d'un côté, évidemment, la guerre commerciale. La guerre commerciale, c'est un zero-sum game. On ne peut que perdre dans tout ça, il n'y a rien à gagner. Donc, il faut se défendre, mais il n'y a rien à gagner. Il n'y a pas d'avancée à imaginer dans ce sujet. Et l'autre, permettez-moi de le dire et de l'expliquer, parce que sinon je serais mal entendu, c'est le sujet de la défense. Parce que si on continue sur la défense comme on est en train de faire, ça va mal se passer, parce que ça va concentrer toutes les énergies sur un sujet qui est seulement un sujet de réarmement national, à la fin, basé sur le réarmement national, sur les budgets nationaux, avec un peu de coordination européenne, sans que ce soit puisse être capable d'amener à aucune intégration réelle de la défense européenne, qui est très compliquée, et ça ne peut pas être fait comme on est en train de le faire. Et en plus, avec ce triomphe, vous allez assister tous, nous allons assister tous, dans une semaine, au festival de l'hypocrisie, qui va être le sommet de la haie, dans lequel les leaders des pays de l'OTAN vont tous aller papoter Trump en lui disant Monsieur le Président, vous avez raison, nous avons tort, et donc on va passer de 1,6 à 5% de dépenses, ce qui est ridicule, on le sait tous très bien. Ce seront des prises de parole simplement ridicules qui insultent l'intelligence des gens, parce que c'est impossible. Moi, je connais mon pays. J'ai gouverné mon pays. Je vous assure que passer dans mon pays de 1,6 actuel à, j'exagère, 1,9 de dépenses militaires, ce sera un miracle. Imaginez qu'on puisse, et franchement, je ne pense pas que l'état des finances françaises puisse imaginer qu'on puisse passer de 2 à 5 comme ça. Et la même chose en Espagne, autre pays que je commence à connaître un peu. Donc, le grand risque est de se mettre tous dans ce jeu et de faire en sorte que toute l'énergie politique soit là-dessus, alors que l'énergie politique doit être sur ce sujet. L'énergie des leaders politiques, le Conseil européen. Le grand risque, c'est que ça va être laissé à nouveau à l'ECOFIN, à l'Eurogroupe. La chose positive que je vois, et je reviens au début de mon intervention et je termine, c'est l'intervention du parlementaire danois au Parlement danois en français, et le Danemark va prendre la présidence de l'Union européenne dans 2 semaines. Et j'étais à Copenhague avant-hier, et j'ai trouvé franchement une présidence qui se prépare très très positive et qui nous donne beaucoup d'espoir. Le Danemark qui, quand Delors a fait le marché unique, était avec le Royaume-Uni en demande de opt-out. Et puis il y a eu
le Brexit, maintenant le Groenland, et on est tous en attente de cette présidence pro-européenne danoise qui nous fait comprendre que l'Europe ne cesse jamais de nous surprendre positivement. Merci. C'est quand même très frappant parce que je pense qu'il n'y a plus aucun Français qui ose citer le général de Gaulle. Donc c'est bien que les Danois nous remettent un peu les idées en place. L'église au centre du village, qui est une expression qui vient du rugby, je crois. Christian Noyer, donc je t'ai présenté, cher Christian, tu as également contribué de manière très proactive à la relance de ce projet, avec notamment un des premiers projets qui a aujourd'hui abouti, en fait, qui est la mobilisation de l'épargne européenne, abouti avec cette initiative des sept pays, effectivement, dirigés par l'Espagne pour lancer le label Finance Europe. Mais au-delà de ça, finalement, comme à Enrico Letta, j'ai envie de te demander, parce que tu as été aussi un des pères du passage à l'euro. On a tous un petit peu en tête ce projet énorme qui avait réussi. Comment est-ce qu'on peut faire, y compris pour mobiliser mieux l'épargne, parce que l'argent est le nerf de la guerre, hein, c'est peut-être ça qu'il faut rappeler au sommet de l'Aïe, c'est que si on ne veut pas oublier, si on veut financer la défense, il faudra le faire avec de l'argent. Comment, finalement, ce projet, comment est-ce qu'on peut le relancer efficacement? Quelles sont tes recommandations et comment est-ce qu'effectivement on peut surmonter l'échec antérieur d'une certaine manière, même si moi j'aime pas trop parler d'échec sur le nom des marchés de capitaux, parce qu'il y a quand même eu quelques progrès substantiels dont on n'a pas encore récupéré tous les fruits, mais enfin globalement c'est vrai que le portage politique avait complètement disparu. Merci beaucoup, Marianne. En fait, parce que j'ai présidé un groupe qui a élaboré le rapport que tu as évoqué. Quand on s'est saisi du sujet, ce qui nous a frappé, c'est le fait que on avait eu plusieurs plans en Europe et qui comportaient plein de bonnes choses, mais qui étaient orientés beaucoup vers la stabilité financière. C'est le post-grande crise financière, etc. Donc, pour mettre des garde-fous, des limitations, des freins, ça, on a été très, très fort. Heureusement, on avait aussi défini quand même les premiers produits européens communs qui nous aident bien aujourd'hui. Mais on s'était peu posé la question en Europe, qui est la question qu'Enrico a merveilleusement décrite, qui est tout ça pour faire quoi? Pour faire de l'investissement. Et donc, le sujet, c'est quoi? C'est de prendre l'épargne qui est hyper abondante et de l'orienter vers l'investissement. Et ça, au bénéfice de l'économie, mais aussi au bénéfice des épargnants, puisque quand on regarde comment est orientée l'épargne, je veux bien que les gens préfèrent la sécurité au rendement, la liquidité au rendement, mais quand même, juste en passant une petite note, si il y a 40 ans, on avait choisi en France, quand on a rendu obligatoire le deuxième étage de notre système des retraites, si on avait choisi la capitalisation au lieu de choisir la répartition, et si l'argent avait été investi, comme le sont tous les fonds de pension du monde, en grande partie en actions, pas que, puis ça évolue avec l'âge de la personne. Voilà. Si on avait suivi la logique des fonds de pension du monde entier, la retraite des Français aujourd'hui serait 2,5 fois ce qu'elle est. Donc quelqu'un qui a 1 000 euros de retraite aurait 2 500 euros de retraite par mois. Donc je vous laisse à penser la différence de bien-être que ça procurerait dans notre pays. Bon, ça c'est juste en passant. C'est pour dire que c'est pas seulement le besoin de l'économie avec un grand un peu abstrait, c'est l'intérêt des gens. Alors il ne faut pas les forcer, leur faire avaler une potion qu'ils n'ont pas envie de boire.
mais leur faire comprendre que c'est leur intérêt, dans une mesure qui est limitée en fonction de leurs moyens, sans mettre à mal leur capacité d'avoir un peu d'épargne de précaution, c'est quand même, c'est ça l'objet. C'est pour ça qu'on a sauté de joie, enfin moi en tout cas, quand Enrico a dit arrêtons de parler de l'union des marchés de capitaux, qui est abstrait, que personne ne comprend. Il faut quelque chose que tout le monde comprenne, d'abord les leaders politiques et ensuite tous les citoyens en Europe. C'est la question, c'est l'épargne et l'investissement, l'orientation de l'épargne vers l'investissement. Et donc, j'ai tout de suite emprunté ce concept qu'il venait de créer pour en faire le sous-titre de notre rapport. Et je pense que c'est tout ce qu'il a décrit, j'y adhère vraiment complètement. Alors, quel est le problème en Europe, tel qu'on l'avait décrypté? C'est que, comme ça a déjà été dit dans les tables rondes ce matin, on a une épargne absolument incroyable, 35 trillions d'épargne, très investie. Alors, majoritairement, je ne parle pas seulement de la France, dans l'ensemble de l'Europe, très investie ailleurs qu'en Europe, notamment aux États-Unis. Donc on finance l'économie américaine. Elle est aussi très investie en produits de taux, parce que les gens cherchent la sécurité, la liquidité, la garantie de taux. Et donc, on est déficitaire en investissement action, donc on en reçoit, même avec le faible niveau d'investissement net en action que nous avons en Europe, on en reçoit quand même du reste du monde. Donc pour caricaturer à peine, on achète en Europe des US Treasuries, des US Agencies, et nos entreprises, quand elles trouvent un repreneur américain, sont achetées par les repreneurs américains ou font l'objet d'investissements des grands fonds américains qui sont en partie d'ailleurs financés par les Européens, mais pas seulement. Donc, quand on voit ça, on se dit, bon, quels sont nos besoins? On a besoin de plus d'investissements en actions et on a besoin de plus d'investissements en Europe. Donc, comment est-ce qu'on fait? Par parenthèse, il était beaucoup dit ce matin, l'investissement aux États-Unis, c'est en partie parce que les jeunes, les valeurs des Seven Magnificent, là, ça leur parle, etc. Moi, je crois que c'est beaucoup plus simple que ça. Quand vous interrogez les gestionnaires des fonds de pension néerlandais, qui sont quand même des gros mastodontes, ils vous disent non, mais on investit sur un indice mondial. Vous allez chez votre intermédiaire, vous lui dites je voudrais investir pas seulement en Europe, mais je voudrais quelque chose de global, investir un peu partout dans le monde. Il va vous proposer un fonds investi sur un indice global, qui peut être un ETF, indice global d'ailleurs. Un indice global aujourd'hui, c'est 80-85% américain. Ce que les gens ne savent pas. Donc, les gens sortent de voir leur conseiller en disant bon, j'ai acheté un fonds qui doit être en gros un tiers américain, un tiers Europe, un tiers Asie. Pas du tout. Il est 80% américain, il est 9% européen et le reste réparti entre l'Asie, l'Amérique latine, l'Australie, je sais pas quoi. Donc, les gens ne se rendent pas compte et ne sont pas conscients qu'en fait, on les abreuve de fonds américains beaucoup plus que ce qu'ils n'avaient dans l'esprit de prendre. Donc, je ferme la parenthèse, mais c'est pour dire que c'est pas peut-être si compliqué que ça de leur faire prendre conscience que leur intérêt pourrait être d'investir un peu plus en Europe. Heureusement, la politique américaine depuis le début de l'année peut aider un petit peu, parce que l'évolution des indices a été un peu chamboulée par les événements géopolitiques. Toujours est-il que ayant fait ce constat, il faut essayer d'avoir plus d'investissements en actions, plus orientés vers l'Europe. On s'est posé la question des produits d'épargne. Et en regardant les produits d'épargne, on a vu, malheureusement, ça a été évoqué ce matin aussi, le plan d'épargne personnel européen, qui était une bonne idée, c'est un bon concept, mais qui a été impossible avant. J'ai demandé à beaucoup d'intermédiaires dans différents pays pourquoi est-ce que le PERP n'a pas marché. Ils m'ont dit c'est très simple, il n'y a pas de business case pour le vendre. Donc pas de business case, pas de produit. Donc à force de vouloir protéger, ça c'est un peu le Parlement européen, je veux dire, à force de vouloir surprotéger les épargnants, ils sont tellement bien protégés qu'il n'y a pas de produit disponible. Donc,
donc ils ne risquent pas de payer trop cher de commission. Donc on s'est dit, au fond, réinventer des produits, c'est très compliqué, ça prend plein de temps, un processus européen. Et il existe des très bons produits, des bons produits partout, qui certainement peuvent être améliorés et puis qui peuvent répondre à une même logique. Et on peut essayer de créer un engouement politique plus vaste dans la jeunesse de l'Europe qui circule, qui se parle, qui est celle qui devrait avoir de l'intérêt pour des produits longs. D'où l'idée du label, qui est très bien transformé par cette initiative franco-espagnol. Enfin, c'est 7 pays embarqués, presque 8, parce que je crois que l'Italie, c'est un peu par accident qu'elle n'est pas tout de suite venue, mais devrait y être, et ça va s'étendre à quelques autres. Et au fond, c'est pas incompatible avec le fait que, au contraire, que la Commission européenne suive l'expérience, la soutienne, et si la Commission peut émettre un certain nombre de recommandations pour faire vivre la chose, moi je crois que c'est un gage de succès. Donc je pense que c'est extrêmement bien. Par parenthèse, it's half a joke, mais pas complètement. Dans le rapport, on avait dit pas seulement il serait bon d'avoir une incitation fiscale, mais il faudrait que les incitations fiscales arrêtent d'aller vers les produits liquides et garantis et aillent vers des produits plus long terme et avec une certaine dose de risque. Et donc moi, quand je vois qu'on augmente la TTF sur les actions dans un pays comme la France, je me dis on marche sur la tête. La TTF, on devrait la supprimer sur les actions et mettre la TTF sur les entrées-sorties sur le livret A. Ah, ça aurait du sens. Je m'arrête là parce que tu veux... Je pense qu'il faut s'arrêter là, oui. Non, je crois qu'on a encore un tout petit peu de temps, donc il y aura certainement des questions dans la salle, mais en fait, je voulais me retourner vers Enrico Letta parce qu'en fait, il y a un point important qui a été abordé, c'est comment est-ce qu'on peut surmonter les blocages nationaux ? Parce qu'effectivement, bon, il y avait un contexte complètement différent pour Capital Market Union, etc. Il y a eu un défaut de portage politique, ça c'est absolument clair. Une fois que les Anglais ont été partis, il n'y avait plus véritablement de portage politique. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'effectivement on se retrouve face aux vieux réflexes nationaux, et on en a des exemples effectivement actuellement sur les consolidations dans le secteur financier, parce qu'il faut arriver à convaincre tout le monde et tous les pays que ça va être dans leur intérêt, ou en tout cas un nombre suffisant de pays pour qu'il n'y ait pas de blocage. Oui, je pense que c'est un sujet sur lequel, c'était, je pense, la dernière question qui avait été posée dans la précédente table ronde. Je pense que c'est un sujet sur lequel il faut qu'il y ait un bon jeu d'équipe entre la Commission et les États membres. C'est-à-dire, normalement, la Commission, et c'est absolument compréhensible, n'aime pas les coopérations renforcées. C'est un peu un instinct qui vient, et je pense que c'est absolument compréhensible. Dans ce cas, je pense qu'il faut un peu jouer l'élastique, parce que moi je pense, je le dis très franchement, s'il n'y a pas de portage politique au niveau du Conseil européen, les obstacles que quelques pays vont mettre vont être des obstacles décisifs pour éviter que la chose se passe. Donc, la menace d'une coopération renforcée doit être sur la table, en 2 mots. Je pense que c'est un sujet fondamental, et moi aussi je vois avec vraiment c'est quelque chose de très positif que les 7, 8, parce que moi aussi je sais que l'Italie est dans les contenus est totalement alignée, que ces pays soient prêts à faire un passage. Évidemment, le rôle de l'Allemagne est très important, il va de soi. Et là, le rôle de l'Allemagne, ça veut dire, moi je vais être demain avec le ministre des Finances et la commissaire Albuquerque dans un débat ensemble à Stockholm, donc je vais en savoir quelque chose de plus. Mais de voir
si les Allemands portent politiquement la chose ou pas. Dans les colloques que moi j'avais eus avec Merz avant qu'il soit chancelier, soit élu chancelier, il me paraissait qu'il portait la chose. Moi, je pense qu'ils ont l'intérêt à porter la chose, intérêt politique à porter la chose, parce qu'il est évident que c'est une façon aussi d'éviter qu'ils soient, disons, surchargés d'un problème d'investissement public, en 2 mots, tout de suite. Parce qu'évidemment, c'est toujours eux le point de basculement. La bascule, c'est eux. Le Next Generation EU s'est passé quand Macron a convaincu Merkel, et Merkel est passée d'un front à l'autre. En 2 mots, c'est ça qui a fait en sorte qu'on a eu Next Generation EU. Mais il faut que les Allemands soient convaincus et soient porteurs de ce projet. Donc, c'est pour ça que je pense que ce jeu d'élastique est fondamental. Mais je répète, rien de tout ce dont on est en train de parler va devenir quelque chose d'important si ce ne sont pas les chefs d'État et de gouvernement qui prennent en main l'affaire. Et j'ajoute, si ce n'est pas aussi la présidente de la Commission qui prend en main l'affaire, je ne dis pas ça pour manque de respect pour les commissaires, mais il est évident que pour éviter que ça se passe comme dans la Capital Markets Union, il faut que le jeu, il faut monter d'un niveau, parce que tout ce dont on a parlé est absolument fondamental. Christian, j'ajoute une idée parce qu'elle vient d'apparaître et qui est un peu nouvelle pour ceux d'entre nous qui, et Christian l'a vécu en direct, ont participé au projet du passage à l'euro, qui n'était pas si évident que ça non plus à faire accepter, parce que renoncer à sa souveraineté, à une partie de sa souveraineté en matière de régulation financière, etc., c'est important. Renoncer à sa monnaie, c'est pas mal non plus. Donc, il faut peut-être s'inspirer de ce qui avait marché. Je signale effectivement que la nouvelle idée que j'ai entendue, que je trouve pas idiote, mais je ne sais pas sur quel point précis elle pourrait s'appliquer, c'est de se fixer une date limite, voilà, ou une date cible. Je crois que ça serait 2026, mais effectivement, le passage à l'euro, c'était changer d'une monnaie à l'autre. La question, c'est si on se fixait une date cible, sur quoi? Parce que le projet Savings and Investment Union, il y a plusieurs sujets. On parle aujourd'hui de développer l'investissement à partir d'une épargne mieux orientée. Il y a les sujets de titrisation, il y a les sujets de consolidation, effectivement, sur un certain nombre d'infrastructures de marché, par exemple, qui sont aujourd'hui très éclatées. Il y a le sujet de la supervision européenne, qu'il faudra bien aborder un jour, mais qui est effectivement pas le plus simple. Donc, Christian, quelles sont, toi, tes suggestions? Sur l'idée d'une date cible, c'est très bien quand on a un projet politique très fort, ambitieux et qui démarre sur une base d'un accord politique entre les grands pays, les grands leaders. Donc l'euro avec une date limite, c'est parce que le chancelier allemand et le président français s'étaient mis d'accord là-dessus, ou avec le président de la Commission européenne en l'espèce. Et donc les trois ont dit on porte ça, et forcément ça a créé un mouvement politique extraordinairement fort, avec des conditions à remplir d'ailleurs, qui ont obligé des changements de politique dans beaucoup de pays. Enfin, d'abord en France ou en Italie, on a quand même rétabli l'équilibre des finances publiques d'une façon dont on rêve aujourd'hui. Mais on l'a fait parce qu'il y avait un projet extraordinairement fort et que les Allemands avaient dit, nous, on veut bien apporter le Deutschmark sur l'autel de la construction de l'Europe, mais en échange, il faut que vous soyez sérieux. Et on a été sérieux. Donc il faut trouver quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être. C'est peut-être... moi, j'ai pas de réponse comme ça immédiate, mais c'est plus que des aspects partiels comme les produits, les produits d'épargne ou la titrisation, un sujet dans lequel l'Europe s'est amusée à se tirer des dizaines de balles de mitraillettes dans les pieds,
Et comme je le dis souvent, titrisation, c'est pas compliqué. Il suffit de regarder ce qu'ont fait les Japonais et de faire comme les Japonais. Donc, les Japonais ont fait comme nous les bonnes réformes. Et du coup, ils ont dit, les mauvaises réformes qu'on a prises dans la précipitation à Bâle juste après la grande crise financière, on les oublie, on les met de côté. Donc, pour nous, c'est exactement la même chose. Nous avons fait les mêmes bonnes réformes que les Japonais, ce qu'on n'a pas fait ni les Américains, entre parenthèses. Mettons de côté les mauvaises réformes. Donc ça devrait prendre 5 minutes, hein, des esprits éclairés. En Europe, c'est toujours un peu compliqué. Si on arrive à le faire un an après, c'est pas mal. Mais là, si on veut vraiment un projet politique fort, il faut qu'on réfléchisse peut-être un peu plus sur... avec une date limite, faut réfléchir un petit peu. Est-ce que ça peut être créer un 28e régime qui abolisse vraiment les frontières, qui soit optionnel, mais qui permette aux gens de dire si j'achète auprès de mon intermédiaire qui s'est mis dans ce 28e régime des produits européens qui sont définis par les règles européennes et qui sont tamponnés par le système européen, quel qu'il soit, réorganisé, il y a plus de limites, c'est portable, le même produit peut être vendu partout sans que les superviseurs nationaux interviennent. Comment arriver à ébranler et casser la segmentation? Mais c'est peut-être plus complet que ce que je dis là, et même sûrement beaucoup plus complet, donc ça mérite une réflexion à part entière, mais c'est peut-être une bonne idée. Un mot de conclusion? Ce que Christian vient de dire me donne la possibilité d'ajouter une petite expérience personnelle, parce qu'en fait, cet exercice m'a donné la possibilité vraiment de connaître l'Europe d'aujourd'hui. L'Europe d'aujourd'hui, ça veut dire l'Europe des 27, parce que on a un peu l'idée que l'Europe est toujours l'Europe du marché unique. Le marché unique, c'était pas l'Europe d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et pour moi, ça a été utile, soit dans la phase de préparation, aujourd'hui dans la phase de, disons, après-vente du rapport, de débat, etc. Et j'ai aucun doute là-dessus. Là, parmi les propositions que j'ai mises dans le rapport, celle qui se vend le mieux, mais far away, hein, les autres, c'est le 28e régime. C'est-à-dire l'idée dans tous les audiences que je rencontre, dans tous les lieux, pas forcément des lieux de déchaînés fédéralistes européens, hein, lieux de gens qui se disent à la fin, mon boulot est ici, il faut que ça marche. Et donc, je comprends que grâce à ça, grâce à ce 28e, ça peut marcher mieux. C'est un peu plus d'Europe, je suis moins européen, bon, mais ça doit marcher. Alors, moi, je pense que ça, c'est le sujet et l'approche qu'il faut mettre. Il faut être très pragmatique maintenant, très concret, très pragmatique, être capable de faire comprendre que le 28e est non seulement la façon pour aider les PME, aider les start-up, aider les marchés financiers, mais aussi pour attirer les investissements. Je viens, la semaine passée, je l'ai passé à New York. Et donc, j'ai fait une série de rencontres. Mais sans aucun doute, quand je suis allé au Nasdaq, rencontrer des gens, un intérêt moyen sur le reste, j'ai vu les yeux, waouh, changer complètement dans ça. Ils m'ont dit tout de suite, ah bon, vous faites le Delaware européen. Je dis, oui, bon, on fait le Delaware européen. Mais à part ça, le sujet intéressant, c'est que les gens voient aujourd'hui une vraie capacité de surmonter les limites qu'on a dans cette fragmentation. Là, un autre petit clin d'œil. Vous savez ce qu'ils ont fait en Espagne? Après le rapport, j'en avais parlé longuement avec Cuerpo, avec le ministre des Finances. Il a lancé le projet de la 20e Comunidad Autónoma. Parce qu'en Espagne, dans tous ces sujets, ils ont 17 différentes législations régionales dans la business law, qui, si vous ajoutez 18 Ceuta,
19 Melilla. Donc, à la fin, Querpo a lancé l'idée d'une 20e comunidad autónoma. Exactement. Pour faire la tentative. Donc, mais tout ça, ça ajoute complexité à la complexité, parce que si on imagine qu'un investisseur étranger doit regarder à l'Europe, et ce n'est pas seulement les 27, mais c'est le Pays Basque séparé de ce qui se passe en Aragon, et en fait en Allemagne aussi, ils ont 18 différentes lois régionales de protection des données. Chaque land a sa propre, et la Bavière, puisqu'elle est grande, elle en a 2. Donc, évidemment, je pense que tout ça, c'est un sujet fondamental. Donc, moi, je pense que, je ne sais pas si les choses se matchent avec ce que Marianne venait de dire. Moi, je suis favorable à une date cible, donc à une deadline importante, parce que là, je trouve que c'est la seule limite de ce que la Commission a présenté, c'est que c'est un peu binding dans beaucoup d'aspects. Donc, j'espère que les prochains pas soient plus binding, soient plus avec clairement des... Et comme le disait Christian, le 28e plaît. Et plaît partout. Donc, c'est effectivement quelque chose qui peut devenir, qui peut avoir un soutien de partout. J'ajoute aussi que c'est quelque chose qu'on peut employer comme méthode dans beaucoup d'autres domaines. Moi, vous ne pouvez... Bon, peut-être vous imaginez, parce que vous avez les mêmes expériences. Une moitié de colloques individuels que je fais avec des étudiants européens ou avec des parents d'étudiants européens universitaires qui font leurs études dans les différents pays, c'est de comment gérer la folie du manque d'un diplôme universitaire européen et de la mutual recognition qui est pour beaucoup de pays d'étudiants un cauchemar, parce que ça veut dire refaire une moitié de leur parcours dans son propre pays d'origine, parce que sinon ce n'est pas reconnu. C'est une chose que quand on la raconte, on se dit mais non, c'est pas vrai. Mais je vous jure, c'est vrai. Et on n'a même pas dans ce domaine une capacité d'avoir un système unique européen. On fait un slalom entre systèmes, on cherche d'arranger les choses. Dans les universités que j'ai fréquentées, donc Sciences Po et AI maintenant à Madrid, on a une armée d'experts qui gèrent ces aspects-là et qui sont quelque chose d'absolument absurde. Donc, c'est seulement pour dire que, en fait, ces sujets, ce n'est pas des détails techniques. Je pense que ça fait vraiment la différence à la fin. Malheureusement, il va falloir s'arrêter. Je vous remercie tous les deux parce que vous avez à la fois ramené le débat au niveau qui est celui de vos actions respectives et montré qu'il est important qu'on contribue par des réflexions très concrètes. Donc je retiens, effectivement, il faut travailler sur le 28e régime, donc ça sera peut-être l'objet de notre prochain colloque de l'AMF. En tout cas, merci à tous et merci pour toutes ces réflexions. J'espère qu'on se reverra au Danemark, peut-être.